Donc je vais vous dire quelques mots sur la recherche animale, de l'animal objet à l'animal sensible. Je ne vais pas développer ici, qu'on soit clair, la question de savoir s'il faut ou non faire de la recherche animale. Ce n'est pas le sujet. Donc c'est très intéressant, mais je ne vais pas débattre de ça. Moi, je vais vous montrer que les connaissances qu'on a en biologie et en éthologie amènent nécessairement à ce que l'on doive traiter l'animal de meilleure façon, au sein même de la recherche, en train de se faire. Alors bien sûr, vous le savez, il y a des animaux qui nous ressemblent beaucoup. Sur cette diapositive, on a rassemblé un être humain et des chimpanzés à droite et à gauche. Vous voyez que la ressemblance est frappante. Mais évidemment, il y a des animaux qui nous ressemblent moins. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment il faut les traiter. Alors, j'aurai trois grandes parties. Dans le premier temps, je vous montrerai comment l'animal a été conçu au travers des grandes traditions de civilisation, qui nous amènera à parler de la nature biologique de l'être humain, montrant qu'en ce qui concerne la nature, l'espèce humaine est une espèce parmi d'autres. Dans un deuxième temps, je vous montrerai les ressemblances qu'on a pu montrer récemment grâce à l'éthologie, grâce à la psychologie animale, etc. Des ressemblances au niveau culturel et intellectuel entre l'homme et beaucoup d'animaux, au moins les plus céphalisés. Et je vous montrerai comment tout cela va amener à ce que l'on puisse, ou que l'on doive même, traiter les animaux de façon meilleure dans la recherche scientifique, dans la recherche expérimentale, biomédicale. Il y a eu trois grandes façons au cours des siècles de concevoir les rapports de l'homme et de l'animal, que j'ai appelé l'animal humanisé, l'animal objet et l'animal être sensible. L'animal humanisé, c'est la façon qui a été la plus commune dans toutes les civilisations, y compris la nôtre, y compris la civilisation occidentale. Par exemple, très longtemps, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, il y a eu des procès d'animaux, c'est-à-dire que lorsqu'un animal était supposé avoir blessé ou tué un homme, il était présenté devant un tribunal, défendu par des juges, comme un être humain, et éventuellement condamné, par exemple, à être pendu quand il était jugé coupable. Le sommet a été atteint du temps Louis XII, où l'évêque d'Autun a assigné les rats au tribunal pour les faire excommunier parce qu'ils transmettaient la peste. Il a perdu son procès. Et on sait ça grâce à l'avocat des rats, qui s'appelait Barthélemy Chassanet, qui a écrit tout un livre pour montrer comment il avait obtenu la relaxe de ses petits clients. Bien sûr, dans la littérature, il y a des quantités d'assimilation de l'animal à l'homme, souvent pour donner des leçons de morale, dans les fables, dans les romans de renard, dans les contes. Dans les expressions populaires, l'animal est humanisé, très souvent, courageux comme un lion, rusé comme un renard, etc. Mieux que cela, dans beaucoup de civilisations, l'animal est non seulement humanisé, mais divinisé, c'est-à-dire que la frontière n'est pas nette entre les animaux, les hommes, les dieux. C'est extrêmement répandu. Dans l'Inde actuelle, le dieu des marchands et des voyageurs, Ganesh, est un dieu éléphant. Quetzalcoatl, dans le Nouveau Monde, était un serpent à plumes. Je vous laisse parcourir, parce qu'il y a des exemples extrêmement nombreux, le cas de l'Égypte ancienne, où pratiquement il y a des mélanges constants entre les dieux, les hommes, les animaux, et des mélanges même où on a le dieu qui est un animal est souvent présenté comme un homme à tête d'animal, par exemple avec des oreilles d'animal. Donc je vous laisse parcourir la diapositive, je ne vais pas la commenter, il y a des quantités d'exemples. Dans la Grèce, dont nous sommes les héritiers, beaucoup de divinités mineures sont des animaux ou des mélanges hommes-animaux. Les centaures sont des chevaux à buste d'homme, les harpies des oiseaux à tête de femme, le dieu Pan a des pattes de bouc, et même les dieux essentiels comme Zeus n'hésitent pas à se transformer en taureau pour séduire les mortels. Lié à la divinisation de l'animal figure aussi la métempsychose, c'est-à-dire l'idée qu'après la mort, l'âme humaine peut se réintégrer dans un corps animal. C'est extrêmement répandu. Ça l'a été dans la Grèce antique. Pythagore, le grand philosophe Platon croyait dans la métempsychose, Empédocle et quelques autres. Ça l'est encore dans toute l'Asie, avec toutes les religions, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme et toutes leurs variantes. Face à cette conception très répandue de l'animal humanisé, il y a celle de l'animal objet. Souvent dire contemporaine de l'autre, parce que ça nous paraît contradictoire dans l'Occident d'aujourd'hui, mais dans le passé, dans la mesure où on transformait en objet les femmes, les enfants, etc., les esclaves bien sûr, il n'y avait pas de frontière très nette entre l'animal objet et l'animal humanisé. De nos jours, effectivement, c'est contradictoire. Et c'est la conception qui est dominante en Occident, qui a été notamment développée par Descartes, dont Utria a parlé tout à l'heure. Descartes qui l'a déformé de façon assez philosophique, il n'a pas vraiment beaucoup insisté. Pour lui, l'idée que l'animal était un automate ou un être matériel n'a pas été tellement développé. C'était un peu un modèle philosophique. Néanmoins, il a raison, Descartes, sur un point, quand il dit que le corps est un système matériel qu'on peut analyser. Il fonde la biologie, qui sera ensuite développée par Claude Bernard, en disant que puisque le corps humain comme animal est un objet, est un système matériel, on peut l'analyser en tant que tel. Mais il dit
il n'y a pas seulement le corps, il y a aussi l'âme, dont, pour des raisons de religion qu'on évoquait tout à l'heure, seul l'homme est pourvu. Donc l'homme, dualisme cartésien de l'âme et du corps, il a un corps matériel, mais aussi une âme, qui le ramène à Dieu. Mais l'animal n'a pas d'âme, donc pas d'intelligence, et donc il est un strict objet, un automate que Descartes assimile tout à fait maladroitement aux automates de son temps, qui étaient très limités. En fait, c'est surtout Malebranche, son élève, qui a caricaturé la pensée de son maître, et c'est lui, Malebranche, qui tapait des chiens, et lorsque la pauvre bête aboyait, il disait, regardez, c'est comme une horloge qui sonne l'heure. Plutôt que cette thèse qui est dominante en Occident, la thèse post-cartésienne, plutôt que post-cartésienne, devrait plutôt être appelée, à mon avis, une thèse mal branchée. Alors, il faut remarquer que cette thèse a toujours été critiquée, même au temps de Descartes. Je prends comme exemple Madame de Sévigné, qui, à l'époque de Descartes, dit, à propos des chiens, des machines qui aiment, des machines qui sont jalouses, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui craignent, allez vous moquer de nous, jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire. Donc, il faut bien voir que cette thèse cartésienne n'a pas été adoptée par tout le monde pendant très longtemps. Elle est encore quand même très dominante aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui montrent que beaucoup de gens considèrent encore l'animal comme quelque chose qui est assez proche de l'objet. La seule conception raisonnable, c'est celle qu'on peut développer aujourd'hui, qui est l'animal être sensible, être parent de l'homme sans être exactement son identique. Ce qui est amusant, c'est que ça résulte du développement même de la science. À force de découper l'animal en morceaux, comme on l'a fait depuis Claude Bernard, on s'aperçoit qu'il fonctionne comme nous, qu'il a les mêmes traits physiologiques, qu'il respire comme nous, qu'il se reproduit comme nous, qu'il y a un isomorphisme, une parenté entre l'homme et les animaux les plus proches, même dans la pathologie, puisque les maladies peuvent facilement passer entre les uns et les autres. Mieux que cela, la théorie de l'évolution consacre cette évolution en montrant que nous sommes des animaux parmi tout un règne animal qui a évolué, avec les espèces se transformant les unes dans les autres. Donc l'animal est un être sensible, avec notamment des caractéristiques de tout leur communes à l'homme et à l'animal, et aux autres animaux, si vous voulez, sur lesquels je reviendrai à la fin. Donc, en ce qui concerne sa nature, l'être humain, ses fonctions organiques, ses pathologies, c'est un animal. Il a un bagage génétique commun avec les chimpanzés, comme on le sait, de 98% de gènes communs. Il a un vécu émotionnel commun. On sait qu'une renarde aime autant ses petits de la même façon que nous aimons nos enfants. Et donc, en ce qui concerne la nature, l'espèce humaine est une espèce parmi d'autres, avec ses particularités, mais c'est une espèce d'animal parmi les autres. Reste la question de la culture et de l'intelligence. Un certain nombre de post-cartésiens ont dit oui, mais d'accord, Descartes s'est trompé, l'homme et l'animal ont une même nature, mais la culture, c'est autre chose. L'homme, il a une culture qui lui est propre. L'animal n'a pas d'intelligence, l'animal n'a pas de culture. Alors ça, c'est pas vrai. Je ne vais pas vous le développer de façon excessive, mais je vais vous donner quelques exemples de culture ou de protoculture. Certains préfèrent préciser que pour l'animal, c'est une culture pas aussi compliquée que la culture humaine. C'est un point qu'on ne va pas développer ici. Que l'animal a des mémoires, que l'animal a des formes de conscience, contrairement à ce qu'avaient pensé Descartes et les cartésiens. Une culture, c'est un ensemble de traits, de comportements qui se transmettent entre les individus par imitation, enseignement, sans passer par la génétique. C'est lié au développement du cerveau. Plus le cerveau est puissant, plus on peut imaginer une culture complexe, mais aussi à la socialisation. Les animaux qui vivent en société ont besoin d'échanger entre eux, et donc ils développent des traits culturels. Parmi ceux-ci, utilisation des outils, de règles cognitives, de communication et de langage, de morale ou de règles morales et de choix esthétiques. Je ne vais pas développer tout ça, je vais vous donner quelques exemples pour montrer que dans l'animalité, on trouve beaucoup de ces éléments culturels. Les éthologistes opposent la communication, qui est du ressort du présent, au langage, tel qu'il est défini par les éthologistes. Ce n'est pas le langage des linguistes. Hein. C'est, comme le disait hier Baratet, on a étendu le concept de langage en langue. Donc la communication est du ressort du présent, ça peut se traduire en termes langagés, si vous voulez, par ceci est mon territoire, j'ai faim, j'ai soif, voici un épervier. Et puis le langage fait référence à des éléments qui ne sont pas présents dans l'environnement, qui réfèrent à quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement du locuteur lorsqu'il transmet son message. Alors des protocultures de communication, il y a un détail, il y a des dialectes de chant chez les oiseaux qui se communiquent de parents, qui se transmettent de parents à enfants, même des communications entre espèces, lorsqu'un oiseau crie parce qu'il y a un épervier, toute la forêt devient silencieuse. Et puis des proto-langages, il y en a quelques-uns chez les animaux, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a le proto-langage des abeilles. Une abeille qui trouve une source de nourriture revient à la ruche et par une danse décrit à ses congénères comment accéder à la source de nourriture. La distance, la direction par rapport au soleil, peut-être la quantité de nourriture. Donc 3 mots, un langage extrêmement simple. Mais c'est langage, puisque la source de nourriture, elle n'est pas dans la ruche. Plus compliqués sont les proto-langages que l'être humain peut enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles.
Quelques exemples. Alors, ces animaux n'ont pas les structures vocales, donc ce soit des langages gestuels, langage des sourds-muets, soit un affichage de figures arbitraires sur un écran d'ordinateur, un carré rouge pour une pomme, un rond noir pour une banane, et ainsi de suite. Et grâce à ça, on peut montrer que certains chimpanzés, certains gorilles peuvent développer des proto-langages allant jusqu'à plusieurs centaines de mots et quelques règles de grammaire simples. Quelques exemples. Une chimpanzé avait appris le mot la voiture, le lait et écouter, entendre. Un jour, le laitier est arrivé, elle a dit « j'entends la voiture du lait, j'entends la voiture du laitier ». Un autre exemple, un chimpanzé qui était en cours d'éducation avait appris les couleurs et puis 2 fruits, la pomme, la banane, mais pas l'orange. On lui présente une orange, il a affiché sur l'ordinateur « donne la pomme couleur orange ». Dernier exemple, mais il y en a des quantités, un chimpanzé a appris le mot sale, ma cage est sale. Et puis un jour, il voulait aller se promener, l'expérimentateur ne voulait pas, il a affiché sale bonhomme. Donc il a transféré l'aspect concret à quelque chose d'un peu plus abstrait. Alors c'est très amusant, ça ne fait pas du chimpanzé un homme, hein, c'est du niveau d'un enfant qui commence à babiller Minou, mémé, salon. Mais c'est intéressant de voir que le chimpanzé est capable de faire des choses comme ça. Dernier exemple, le langage chez les chiens. Les chiens ne parlent pas. Mais ils comprennent beaucoup de choses. Certains chiens comprennent jusqu'à 300 mots. D'autres comprennent la différence entre le nom d'un objet, le ballon, à l'os, et puis l'action à effectuer. Va chercher l'os, va chercher le ballon, ou reste en signalement devant le ballon, reste en signalement devant l'os. Donc la distinction entre le nom de l'objet et l'action à effectuer, c'est-à-dire un verbe. Dernier argument sur le langage chez les chiens peuvent faire des exclusions. Par exemple, vous avez appris à un chien ce que c'est qu'un os, ce que c'est qu'un ballon, mais pas ce que c'est qu'un pantin. Puis vous mettez un ballon, un pantin et un os dans l'environnement. Il dit va chercher le pantin. Mais comme il sait que c'est ni le ballon ni l'os, il ramènera le pantin. Etc. Donc il y a beaucoup d'études actuellement sur ce domaine-là. La morale. Beaucoup d'animaux qui vivent en société ont besoin de règles qui gèrent cette société, y compris dans la famille étant une société miniature. Ce qu'on appelle les règles morales. Ces règles morales, elles peuvent être très générales, comme la protection privilégiée des jeunes, qui est quelque chose qui touche l'espèce humaine aussi. Nous avons horreur de la torture, mais ça nous choque beaucoup plus de voir torturer un enfant que torturer un adulte. Pourquoi ? Parce qu'une vieille règle darwinienne que toute espèce qui élève ses petits a tendance à leur donner une protection privilégiée. Il y a eu des tas d'études sur les proto-morales ou les morales chez les animaux. Dalila Bové essaie de montrer ça chez les perroquets actuellement, c'est très intéressant. Moi, je vais vous donner des travaux très classiques maintenant de Deval, qui montrent dans les troupes de chimpanzés en semi-liberté de la sympathie, de l'attachement, de l'intérêt pour les jeunes, l'aide aux handicapés, punition, négociation, coopération, réconciliation. Et je cite Deval qui écrit « Le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme. Le fait que les singes, les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation dans l'évolution des primates. » Je terminerai sur les choix esthétiques. Beaucoup d'animaux préfèrent certaines couleurs, certaines formes, certains motifs de chant. C'est Michel Kreutzer, éthologiste français, qui dit « Le goût pour le beau trouverait son origine dans l'attrait qu'exercent des partenaires sexuels. Ensuite, on peut imaginer que ce goût fut, secondairement, étendu à d'autres domaines. » Donc ça veut dire que lorsque, par exemple, un partenaire est rouge, ça veut dire qu'il est rouge, ça veut dire qu'il se met en danger vis-à-vis du prédateur, donc il est costaud, il peut se défendre. Eh bien, du fait il est rouge, là où le partenaire préférera la couleur rouge, de façon abstraite. Elle aimera bien les objets rouges. Alors le lien entre esthétique et sexualité existe chez l'homme, évidemment aussi. Hein. C'est pas à vous que je vais apprendre que dans les tableaux de l'espèce humaine, dans les sculptures, il y a des quantités de femmes nues. On trouve aussi des similarités de mouvement entre les danses humaines et les danses de certains oiseaux. Ils dansent pareil en utilisant les mêmes muscles. Mais, identité de mouvement. Bon, les animaux préfèrent en général les couleurs saturées, brillantes, les formes comme les courbes et les symétries, les motifs musicaux comme les rythmes. Je cite ici Lestel qui a beaucoup travaillé dans ce domaine. Dans leur chant, les oiseaux évitent les extrêmes de la régularité mécanique, comme ceux de la simple diversité aléatoire. Ils choisissent le motif de chant qu'ils aiment. Les baleines, qui chantent aussi, composent et bricolent leur chant avec une indéniable créativité et une grande ingéniosité. Il n'y a pas vraiment d'œuvre d'art chez les animaux, avec une exception que je ne vais pas développer ici aujourd'hui. En revanche, l'homme ne s'est pas privé de distribuer des crayons de couleur à des animaux, notamment à des chimpanzés. Alors, c'est très intéressant, ça donne des dessins dont Cédric pourrait parler mieux que moi, puisqu'il a étudié cette question en détail. Ça donne des dessins où le chimpanzé centre le dessin, il préfère certaines couleurs plutôt vives, il préfère les courbes plutôt que les lignes un peu hachées. Bref, ça ressemble beaucoup au barbouillage que fait un enfant de 3 ans qui commence à dessiner. Détail humoristique, ces tableaux de chimpanzés se vendent très cher sur le marché humain de l'art.
Il y a des quantités de types de mémoire chez les animaux. Là, je ne vais pas développer ça parce que le temps passe. Il y a aussi, on montre qu'il y a différents types de mémoire, comme l'habituation, l'alternance, les conditionnements, l'apprentissage de détours, l'apprentissage de règles, l'apprentissage cognitif. On peut montrer que si on applique ces grilles à l'ensemble du règne animal, on va trouver que les animaux les moins céphalisés auront les premiers comportements, habituation, alternance, et puis ceux qui sont les plus céphalisés, comme les vertébrés ou les pieuvres, auront toutes ces mémoires qui s'additionnent, y compris la mémoire cognitive, la mémoire des règles. Donc il y a des mémoires très développées chez les animaux aussi, dont l'homme évidemment. Quant à la conscience, contrairement à ce qu'est pensé Descartes et Malebranche, elle existe chez beaucoup d'animaux, au moins chez les animaux les plus céphalisés. Ça a été démontré chez beaucoup d'entre eux, et on distingue deux types de conscience, la conscience d'accès et la conscience de soi. La conscience d'accès, c'est la capacité d'avoir une certaine conscience de son environnement, de savoir qu'à tel endroit il se passe telle chose, qu'on peut trouver de la viande, qu'il y a un monsieur qui n'est pas gentil qui donne des coups de bâton, qu'on peut tomber, qu'on peut se brûler. Donc la conscience d'accès est commune au moins, et avec des réserves pour un certain nombre d'autres animaux qui sont un peu à la limite, elle est commune aux vertébrés et aux céphalopodes, aux pieuvres, mollusques céphalopodes. Plus délicate, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire je me sens conscient, je suis conscient d'être conscient. Et les post-cartésiens ont dit, ah ben c'est entendu, Descartes il avait exagéré, il y a une conscience d'accès chez les chiens, mais seule la conscience de soi, seul l'homme possède la conscience de lui-même. Seul l'homme a une conscience autoréflexive. C'est pas tout à fait vrai, et ça se démontre par le test du miroir, qui a été fait sur des chimpanzés, des dauphins, un éléphant et une pie, un oiseau. Je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort, et vous peignez sur son front une tache de couleur, une tache à gauche. Le chimpanzé se réveille, vous lui tendez un miroir, et il cherche à effacer la tache, montrant par là qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Le test du miroir, c'est l'ébauche d'une conscience de soi. C'est la démonstration de l'ébauche d'une conscience de soi. Alors, vous voyez que, sur le plan de la nature, l'espèce humaine est une espèce parmi d'autres, mais qui a les mêmes fonctionnements physiologiques et génétiques que le reste du monde animal. Et puis, sur le plan de la culture et de l'intelligence, beaucoup d'animaux, au moins les plus céphalisés, présentent des quantités de traits, de comportements, qui sont très comparables à ce qu'on va trouver chez l'homme. Voilà. Donc, ça veut dire que la proximité avec l'animal est beaucoup plus forte que ce qu'on avait toujours dit. Et chaque année, l'éthologie montre, au moins pour les animaux les plus céphalisés, que les animaux sont beaucoup plus proches de nous que ce qu'on avait pensé. Ils ne parlent pas, ou pratiquement ou peu, et c'est la différence qu'on évoquait tout à l'heure, qui a été évoquée par Utria en particulier. Mais à dépend de ce fait-là, qu'ils ne parlent pas, ils ont tous les autres traits qui sont très semblables aux nôtres. Je rappelle à ce propos d'ailleurs que cette histoire d'assimiler l'intelligence au langage, ça a eu des effets très négatifs sur l'homme, puisque jusque dans les années 2000, on a opéré les bébés sans anesthésie parce qu'ils ne parlaient pas pour se plaindre. Alors, du coup, j'en reviens maintenant sur une propriété commune entre l'homme et les autres animaux, c'est la sensibilité nerveuse, parce que dire l'animal est être sensible, c'est ambigu. Une plante, c'est sensible à la lumière, une pellicule photo, c'est aussi un être sensible à la lumière. Donc il faut bien préciser que c'est une sensibilité nerveuse, qui fait appel à des synapses et à un mécanisme tout à fait particulier qu'on appelle la nociception, qui existe chez presque tous les animaux, à l'exception de quelques groupes comme les éponges. Lorsque l'animal est fortement céphalisé, ces mécanismes peuvent se transformer en douleur, ce qui est la nociception plus des fonctions affectives, des fonctions émotives, ou la souffrance, qui est la nociception plus une capacité cognitive, une cognition. Donc un cerveau déjà assez puissant. Et alors là, on touche les animaux les plus intelligents, c'est-à-dire que si tous les animaux sont des êtres sensibles nerveusement, sauf peut-être les éponges et quelques autres, seuls certains groupes d'animaux développent une intelligence qui permet de parler à ce moment-là de conscience et donc de souffrance. Et là, on touche aux vertébrés, on touche aux mollusques céphalopodes, et avec des structures cérébrales que l'on commence à connaître assez bien. Du coup, la loi et l'expérimentation s'est adaptée à ça. Et les lois européennes qui gèrent l'expérimentation animale ont adopté ce point de vue en protégeant de façon spécifique et forte, par beaucoup de règlements, les vertébrés et les mollusques céphalopodes. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ces animaux, et c'est très bien. Il y a eu un progrès très net dans ce domaine. Je ne dis pas que c'est parfait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer encore, mais il y a eu clairement un progrès de l'expérimentation pour ces deux groupes. Avec des ambiguïtés qui restent, comme toujours, dans la loi. La loi n'est jamais totalement parfaite, surtout quand elle doit s'inspirer de variables biologiques qui changent avec les années. La loi, par exemple, qui gère l'expérimentation chez les vertébrés, protège les vertébrés et les céphalopodes, bien sûr, ainsi que leurs embryons, en ce qui concerne les mammifères, dans les derniers tiers de la gestation. C'est-à-dire qu'un embryon de chat est protégé dans le dernier tiers de la gestation. Mais les oiseaux sont oubliés. Les oiseaux, ils ne sont pas protégés dans le dernier tiers de la vie dans l'œuf. C'est tout à fait aberrant. Et voilà une chose qui pourrait être améliorée. La question des animaux qui sont à la limite. Pour l'instant, on ne protège effectivement que les vertébrés et les mollusques céphalopodes. Il y a toute une série de travaux
qui suggèrent des choses assez troublantes en ce qui concerne les crustacés et les abeilles, qui auraient une certaine forme de conscience. Donc la science n'est pas encore parfaitement au clair là-dessus, mais c'est des animaux qui devraient au moins avoir le bénéfice du doute, je voudrais dire. Finalement, pour conclure un petit peu, toutes ces considérations sur la biologie et l'éthologie amènent à penser qu'il faut orienter la recherche animale vers davantage de morale. Et pour cela, il y a une loi qui est une loi empirique, philosophique, qui est abondante, qui est la loi des 3 R, qu'il faudrait, dans la mesure du possible, raffiner les protocoles pour les améliorer pour que l'animal souffre moins, réduire le nombre d'animaux, et ça on y est déjà arrivé en partie. L'effectif des animaux dans la recherche expérimentale a baissé d'à peu près 1/3 ces dernières années, et on bute maintenant. Maintenant c'est un plafond. Ça ne réduit plus beaucoup. Il y aurait des progrès à faire demain. J'ai dit raffiner, réduire, remplacer quand c'est possible, bien sûr. Remplacer, il y a un certain nombre d'associations qui se préoccupent de cela, bien sûr. C'est pas toujours possible, mais là aussi il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. On pourra en débattre en discussion si vous voulez. Et tout cela s'appuie sur une idée très générale, qui est la mienne, qui est aussi qu'il faut s'appuyer sur des droits pour les animaux, donner des droits aux animaux, notamment explicité par la Déclaration universelle des droits de l'animal, qui a été beaucoup développée et défendue par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, que je représente ici aujourd'hui, mais qui a une vocation universelle, générale, et qui dit en substance qu'il faut respecter tous les animaux en fonction de leurs caractéristiques d'espèce ou d'individu. En d'autres termes, les droits de la pieuvre, ce ne sera pas la même chose que les droits du chimpanzé, ni bien sûr que les droits de la fourmi. Ça, c'est un point très important. Donc donner à chaque espèce, en fonction de ce qu'on sait de ses caractéristiques biologiques et comportementales, des droits particuliers. Droits qui ensuite pourront être traduits dans la loi, bien sûr. Là, je reviens sur ce que nous a expliqué Marc Guénaud, parce que dans une société comme la nôtre, qui est une société de droit, si on ne donne pas des droits aux animaux, eh bien on ne les protégera pas vraiment. Ceux qui aiment les animaux, c'est très bien, ils sont gentils avec eux, mais le droit, c'est pour protéger les animaux vis-à-vis de ceux qui ne les aiment pas, pour que ceux-ci ne puissent pas faire non plus n'importe quoi avec eux. Alors bien sûr, le droit, comme le disait Cédric hier, doit être étendu, et quand on pense droit, il ne faut pas penser à droit de l'homme. Et bien entendu, les droits de l'animal, ce n'est pas la même chose que les droits de l'homme. Il faut être très clair sur ce point, sinon on met la main dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais tout ça pour vous dire que la recherche scientifique s'oriente vers davantage de morale, et c'est très bien. Pas assez pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être améliorées, mais que du fait du développement même de la biologie et de l'éthologie, on va vers davantage de respect dans la recherche animale. Je vous remercie.